Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez la vidéo. On dit que les pires trahisons n'ont pas lieu dans des ruelles sombres ou derrière des portes closes. Elles se produisent sous des guirlandes lumineuses avec des rires en arrière-plan quand tout le monde regarde. C'était un chaud samedi soir à Austin, du genre où les cigales fredonnent comme des choristes pour la playlist qui tourne en boucle sur l'enceinte Bluetooth de quelqu'un. Nous étions dans notre jardin des guirlandes lumineuses, au-dessus de nos têtes, un petit brasero crépitant à proximité des amis, éparpillés sur des chaises de jardin et au bord de la piscine. Les bouteilles de bière s'entrechoquaient. Tout le monde était détendu, souriant, sauf moi. J'étais sur la terrasse, écoutant d'une oreille distraite une histoire sur le cauchemar de quelqu'un avec son syndic de copropriété, quand je l'ai entendu aussi clairement qu'un verre qui se brise. Émilie, ma femme. Je pourrais avouer mes petites aventures et tout le monde s'en ficherait, dit-elle en levant son verre de vin, comme si elle portait un toast digne d'être célébré. Des rires éclatèrent autour d'elle. Ce genre de rire horrible qui cherche à plaire à la foule. Elle se tenait au milieu, son sourire paresseux, les yeux brillants, les joues rougies par le rosé et l'audace, comme si elle venait de livrer la chute de l'année. Et tout en moi s'est figé. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé, j'ai juste regardé de l'autre côté du jardin. Et pendant une seconde, je jure qu'elle m'a regardé droit dans les yeux. Son sourire n'a pas faibli. Pas même un soupçon de culpabilité. Alors je me suis approché, pas vite, pas de manière dramatique, juste d'un pas assuré. Les gens m'ont fait de la place comme si j'étais un fantôme poli qui passait. Je me suis arrêté à côté d'elle. Elle m'a jeté un regard de côté, les sourcils arqués, comme pour dire « Tu as quelque chose à ajouter ?» J'ai gardé la voix basse, mais assez forte. « Tu as raison », ai-je dit, les yeux fixés dans les siens. « Personne ne s'en souciera quand tu seras parti. » Son rire s'est éteint net. Le sourire narquois a glissé. Un simple « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» fut tout ce qu'elle put articuler, mais je n'ai pas répondu, car le silence l'avait déjà fait pour moi. Avez-vous déjà entendu un jardin devenir complètement silencieux au Texas? Même les insectes semblaient s'arrondre à s'être tus. Je me suis retourné vers la terrasse. Quelqu'un a essayé de glousser comme pour détendre l'atmosphère. Ça n'a pas marché. C'est là qu'elle m'a suivi. Des talons bruyants sur le béton, le vin dans sa main, tremblant juste assez pour se renverser. « Tu m'as embarrassé », a-t-elle sifflé, devant tout le monde. Je me suis retourné. « Vraiment ?» ai-je dit, parce qu'il me semblait que tu te débrouillais très bien toute seule. Elle s'est approchée. C'était une blague. Mon Dieu, Nathan, tu prends tout tellement au sérieux. Les aventures sont une blague maintenant, ai-je dit. Ou juste moi, a-t-elle ricané. Tu déformes toujours tout et tu te caches toujours derrière ton verre quand la vérité devient inconfortable. Ce n'étaient pas des cris, ni de la vaisselle cassée ou des téléphones brisés, juste deux personnes qui ont cessé de faire semblant devant des gens qui faisaient semblant de ne pas écouter. Quand je suis rentré à l'intérieur, je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas dit un mot de plus. Mais j'ai su à ce moment-là que quelque chose s'était brisé cette nuit-là. Non pas parce qu'elle m'avait humilié, ni même parce qu'elle aurait pu être sérieuse à propos des aventures, mais parce qu'elle croyait vraiment que ça n'avait pas d'importance, que personne ne s'en soucierait. Mais moi, si. Et ça m'importait. Je m'appelle Nathan, 37 ans, ingénieur civil, coureur matinal cuisinier, décent marié depuis 6 ans. J'avais l'habitude de croire en l'amour tranquille. Le genre qui n'a pas besoin de grands gestes pour signifier quelque chose de réel. Nous avions une maison qui restait propre en semaine, un lit king size avec des oreillers dépareillés, un chien nommé Pepper qui se blottissait toujours de mon côté du canapé. Et ce soir, chaque partie de cette vie a changé parce que lorsque les rires se sont tus et que son sourire a glissé, j'ai réalisé quelque chose. Elle pensait que je ne partirais jamais. Mais il est peut-être temps qu'elle apprenne ce que ça fait d'être celui qui reste seul dans le noir. Le lendemain matin aurait dû sembler plus lourd. Comme si le poids de ce qui s'était passé la nuit précédente allait nous clouer tous les deux au lit. Mais quand la lumière du soleil s'est glissée à travers les rideaux et a réchauffé les draps, Émilie s'est agitée avec l'aisance de quelqu'un que les conséquences n'atteignent pas. Elle s'est étirée comme un chat, les bras au-dessus de la tête, un léger sourire aux lèvres. Aucune trace de honte, aucune excuse, juste le bruissement des draps de soie et son léger fredonnement alors qu'elle clignait des yeux vers le plafond comme si c'était juste un autre dimanche paresseux. Pendant ce temps, j'étais dans le placard, en train de sortir sa valise méthodique concentrée. Chaque clic de tiroir, chaque pull plié, chaque chemisier soigneusement emballé ressemblait à une déclaration calme et décisive. Elle a appelé la voix pâteuse de sommeil. « Tu fais du café ou tu fais juste du bruit pour le drame ?» Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai fermé la valise lentement, non pas pour faire durer le plaisir, mais simplement parce qu'il n'y avait rien à ce moment-là que je voulais précipiter.
Quand je me suis présenté à l'embrasure de la porte-valise à la main, elle s'est redressée à moitié dans le lit, confuse mais pas alarmée. Pas encore. Qu'est-ce que c'est censé être ? Demanda-t-elle en écartant les cheveux de son visage. Je l'ai posé doucement par terre, les regardé dans les yeux. Tu veux la liberté ? Ai-je dit, la voix égale froide. Garde-la. Elle a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas, puis a laissé échapper un petit rire incrédule. Tu plaisantes ? Je n'ai pas bougé. Tu es sérieux ? Sa voix s'est faite plus aiguë. Nathan, c'était une blague, une fête, les gens riaient. Non, Émilie, ai-je dit en m'approchant. C'est toi qui riais, et eux aussi. C'est comme ça que les amis parlent, c'est comme ça qu'on plaisante. Tu es vraiment aussi fragile maintenant. Fragile, ai-je répété, laissant le mot flotter dans l'air, comme une mauvaise odeur. Non, juste à bout. Elle s'est levée, s'enveloppant dans le drap, comme si cela renforçait son argument. Tu me mets dehors pour quelque chose que tu sais que je ne pensais pas. J'ai désigné la valise. Je te donne exactement ce que tu voulais. Tu as dit que personne ne s'en soucierait, alors maintenant tu n'as plus à le tester. Silence. Pendant une seconde, elle a semblé sur le point de pleurer, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage vive, électrique, le genre de rage qui se déchaîne quand elle réalise qu'elle n'a plus le contrôle. Tu crois que tu es la victime ici ? A-t-elle lancé. Je marche sur des œufs depuis des mois, Nathan. Tu te renfermes chaque fois que j'essaie de te parler. Tu ne m'as pas touché depuis des semaines. Et Dieu m'en garde si je dis quelque chose d'un peu osé devant des gens. Soudain, je suis la méchante. J'ai serré la mâchoire. Il ne s'agit pas de savoir qui a touché qui en dernier. Il s'agit de respect. Et tu as perdu le tien il y a longtemps. Je ne m'en étais juste pas rendu compte. Ne sois pas dramatique. J'ai regardé autour de la pièce. Notre chambre. La photo de mariage encadrée sur la commode. La bougie parfumée qu'elle avait achetée sur un coup de tête, encore à moitié brûlée. Tout cela ressemblait soudain à des pièces de musée d'une histoire d'amour qui s'était terminée il y a des années. « Tu veux te battre ?» ai-je demandé, calme maintenant. « Parce que je ne le ferai pas. Pas aujourd'hui. Tu peux crier, pleurer, jeter ce que tu veux. Mais tu pars. » Elle m'a regardé longuement comme si elle essayait de trouver l'ancienne version de moi derrière mes yeux. Celui qui faisait des blagues quand elle oubliait de payer la facture d'eau. Celui qui lui achetait des tulipes chaque printemps, juste comme ça. Mais je n'étais plus là. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, a juste détourné le regard, a serré le drap plus fort autour d'elle et a dit d'une voix aussi plate que de la peinture sur du bois sec, « Tu le regretteras. » Je n'ai pas bronché. Peut-être, mais pas plus que de rester. Et sur ce, je me suis retourné et je suis sorti. Le salon était immobile et stérile. La lumière du matin se déversait à travers les stores, projetant de longues lignes nettes sur le sol. Je suis resté là un instant à écouter le silence, le genre de silence qui ne vous pèse pas, mais qui vous laisse respirer. Derrière moi, j'ai entendu le léger grincement d'une valise roulant sur le parquet. Je ne me suis pas retourné. Elle est partie sans un autre mot. Et pour la première fois depuis des années, le silence qui a suivi m'a semblé être le mien à nouveau. L'appartement d'Éric sentait toujours le cèdre et la pizza de la veille, un mélange de célibataires dansants et de ménages paresseux. Mais aujourd'hui, alors que je suis entré sur sa terrasse et que je lui ai tendu un pack de 6 bières, l'air m'a semblé plus pur que d'habitude. Ou peut-être que je respirais simplement mieux. Nous nous sommes assis sur des chaises de jardin délavées, aux accoudoirs écaillés, une bière fraîche à la main. La vue ne donnait sur rien de spécial. Un parking et l'arrière de quelques immeubles de bureaux. Mais le ciel était dégagé, les nuages épars, et pour la première fois, depuis des semaines, je n'étais pas d'humeur à faire semblant. Éric a ouvert sa canette d'un coup sec. « Alors ?» a-t-il dit en se penchant en arrière. « Et maintenant, tu as changé les serrures, brûlé ces photos. » J'ai souri, sirotant lentement. Je lui ai juste fait une valise, je lui ai dit qu'elle pouvait avoir toute la liberté dont elle plaisantait. Il a sifflé doucement. « Merde. » Il y a eu une pause. Un oiseau s'est posé sur la balustrade de la terrasse, a penché la tête vers nous, puis s'est envolé comme s'il n'avait pas le temps. « J'ai pensé à cette nuit-là, » a finalement dit Éric. « La fête. » Je l'ai regardé. « Ne t'en fais pas. »« Non, » a-t-il dit. « Je dois dire ça parce que ça me trotte dans la tête depuis que c'est arrivé. » Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, la barbe pendant d'une main. « Elle ne plaisantait pas, mec. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je veux dire, cette réplique sur les aventures, le rire après. Il a secoué la tête. Ce n'était pas quelqu'un qui racontait une mauvaise blague. C'était quelqu'un qui se fichait de la façon dont ça tombait. Quelqu'un qui croyait chaque mot. J'ai regardé le ciel, mes doigts se resserrant légèrement sur la canette. Le bruissement du vent faisait vaciller les feuilles, comme 1000 témoins silencieux. « Je sais, » ai-je dit. Éric a cligné des yeux. « Tu le sais ?»« Ouais, je le sais depuis un moment. Je ne voulais juste pas y croire. »
Il y avait quelque chose à le dire à voix haute, comme si on relâchait une valve. La vérité n'était pas nouvelle, mais elle était enfin sortie de ma tête et dans l'air. Et soudain, ça ne faisait plus aussi mal. Eric a laissé échapper un long soupir. Elle a franchi une ligne, et pas seulement avec ce qu'elle a dit, mais avec la facilité avec laquelle elle l'a dit. Comme si tu n'étais qu'un accessoire dans sa blague. J'ai hoché la tête lentement. Exactement. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé, nous sommes restés assis là, à savourer le silence entre nous. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai pensé à mentir, à dire « Ouais, ça va, je passe à autre chose. » Mais au lieu de ça, j'ai haussé les épaules. Pas vraiment, mais j'y arrive. Il a fait teinter sa canette contre la mienne. C'est tout ce que tu peux faire. Nous sommes restés assis là un peu plus longtemps à regarder la lumière changer dans le ciel. Je ne me sentais pas mieux exactement, mais je me sentais plus clair, plus léger, parce que lorsque votre meilleur ami confirme ce que votre instinct vous crie depuis le début, quelque chose se durcit en vous. Non pas par amertume, mais par nécessité. Et pour la première fois depuis que cette blague dans le jardin a fait voler mon monde en éclats, j'ai réalisé que je n'étais pas perdu. J'en avais juste assez. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans mon bureau à domicile. La pièce était sombre, à l'exception du doux cône de lumière provenant de la lampe de bureau. Dehors, la nuit d'Austin bourdonnait de grillons lointains et de trafic occasionnel, mais, à l'intérieur, c'était le calme plat. Cela faisait 2 jours qu'Émilie était partie, ou plutôt que je l'avais fait partir. L'écho de notre dernière conversation flottait encore faiblement dans les coins de la maison. Mais ce qui me dérangeait plus que le silence, c'était la curiosité. Alors j'ai ouvert son Instagram. Ce n'était pas quelque chose que je faisais d'habitude. Je n'avais jamais été du genre à parcourir le fil d'actualité d'un partenaire pour trouver des réponses. Mais ce soir, j'avais besoin de savoir non pas si elle me manquait, mais si tout cela l'avait même affectée. Et elle était là, en haut de mon fil, les mêmes filtres, la même lumière parfaite, la même inclinaison de tête, autosatisfaite, les lèvres courbées en ce sourire prêt pour la caméra qu'elle utilisait quand elle voulait que le monde pense qu'elle s'épanouissait. Légende. Certaines tempêtes purifient l'air. J'ai regardé ça. Elle était à un brunch sur un toit en ville. Mimosa dans une main, lunettes de soleil sur la tête, riant avec une amie que je reconnaissais à peine. Comme si de rien n'était. Comme si 6 ans de mariage pouvaient être effacés avec un outil de recadrage et le bon préréglage de filtre. J'ai fait défiler. Des stories pleines de lattes et de selfies à la salle de sport. Elle répondait aux gens avec des émojis en forme de cœur. Pas un seul mot sur moi, sur la dispute sur la valise. Rien. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que quelque chose a fait tilt. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti de la clarté parce que la femme sur ces photos, elle ne pleurait pas une perte. Elle construisait un récit. Un où elle ressortait, rayonnante, imperturbable, impassible. Et soudain, je l'ai vue. Je l'ai vraiment vue. La femme dont j'étais tombé amoureux, elle n'était plus là. Ou peut-être qu'elle ne l'avait jamais été. J'ai fermé Instagram, j'ai ouvert le tiroir à ma droite, et il était là, le dossier qu'Eric m'avait donné des semaines auparavant, au cas où. Avait-il dit à l'époque à moitié, en plaisantant? À l'intérieur des papiers de divorce vierge. Je n'avais pas été prêt à les regarder alors. Mais ce soir, je ne pleurais pas. J'en avais assez d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'ai posé les papiers sur le bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à les remplir. Chaque case, chaque nom, chaque case à cocher était un pas, non pas loin d'elle, mais de retour vers moi-même. Au moment où j'ai signé la dernière ligne, le poids sur ma poitrine s'était déplacé. Pas disparu, mais plus léger. Non pas parce qu'elle regrettait ce qui s'était passé, mais parce que je n'avais plus besoin qu'elle le fasse. Le message est arrivé juste après-midi le lendemain. J'étais dans la file d'attente à la quincaillerie, achetant des vis pour un projet d'étagère dont je n'avais pas besoin, mais pour lequel j'avais soudainement le temps. Mon téléphone a vibré, un nouveau SMS. Le nom disait toujours « Émilie ». Pas de surnom, pas d'émoji, juste ce rappel nu et factuel de qui elle avait été pour moi. J'ai hésité le pouce en suspens, puis j'ai appuyé. Eh bien, maintenant, c'est officiellement une relation ouverte. Félicitations, c'est de ta faute. J'ai regardé l'écran laissant les mots s'imprégner. Il n'y avait aucune ponctuation au-delà du point. Pas d'excuses, pas d'ironie, juste cette phrase sèche comme un avis juridique griffonné au rouge à lèvres. Je suis sorti de la file d'attente et j'ai appelé. Elle a décroché à la 2e sonnerie, la voix suave, comme si elle attendait que je morde à l'hameçon. Waouh, je ne m'attendais pas à un rappel. La vérité a piqué. Ma voix est restée calme. C'est comme ça que tu gères les choses maintenant. Des SMS passifs-agressifs entre 2 courses. Elle a laissé échapper un rire bas et sarcastique. Oh, s'il te plaît,
C'est toi qui as décidé de mettre ma vie dans une samsonite et de te faire passer pour une sorte de martyr. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une grande inspiration. Je t'ai donné ce que tu disais vouloir, ce dont tu plaisantais. Non, Émilie, tu l'as annoncé à une fête. Tu as invité un public à se moquer des cendres de notre mariage. Ne prétends pas que c'était de la satire. Silence à l'autre bout. Alors tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. Tu m'as ignoré pendant des mois. Tu as commencé à te désengager bien avant cette fête. Je me suis appuyé contre un pilier à l'extérieur, regardant les gens passer tous inconscients de l'éclat émotionnel qui résonnait dans mon oreillette. Peut-être que j'ai commencé à m'éloigner, ai-je dit. Mais je ne t'ai pas humilié, je n'ai pas fait de la confiance une blague. Tu ne m'as jamais fait confiance, a-t-elle lancé. Tu t'es assuré que je ne pouvais pas, ai-je répondu. Un temps mort. Je pouvais entendre sa respiration tendue contrôlée, le genre de respiration qu'on prend quand on essaie de ne pas crier. Puis sa voix a baissé. Tu sais quoi? Très bien. Tu as gagné. Tu as toujours voulu être le gentil dans l'histoire de la rupture. Vas-y, écris ton petit récit triste où je suis la méchante. Mais sache juste qu'à la seconde où tu m'as mise dehors, j'ai cessé d'être à toi pour que tu me blâmes. J'ai laissé ça en suspens un instant, puis j'ai répondu calme et définitif. Tu as cessé d'être à moi bien avant que je te demande de partir. Clic. J'ai mis fin à l'appel. Le sac de la quincaillerie a bruissé dans ma main alors que je restais là le cœur stable ne tremblant plus. Plus maintenant. Parce qu'elle avait raison sur un point. Nous étions officiellement ouverts maintenant, mais pas dans le sens où elle l'entendait. Maintenant, j'étais ouvert à quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Tout a commencé par un message que je n'attendais pas. Salut, c'est Rachel. J'ai tout appris. Ça te dérange si on parle? J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. Rachel, la petite sœur d'Émilie. Nous avions toujours été cordiaux, même chaleureux parfois, mais jamais particulièrement proches. Elle avait 5 ans de moins, l'esprit vif, plus observatrice qu'elle ne le laissait paraître. Le genre de femme qui remarque les choses, les archive et parle quand ça compte. Émilie l'avait toujours rejetée comme étant trop sensible, mais je voyais les choses différemment. Rachel était honnête parfois à l'excès. J'ai répondu « Bien sûr, dis-moi où ». Elle a choisi un café sur South Congress. Calme niché, derrière une librairie, le genre d'endroit avec des chaises dépareillées et des plantes qui avaient redépassé leur peau. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, les cheveux relevés, en un chignon lâche, une veste en jean, trop grande pour elle, les doigts enroulés autour d'une tasse, comme si elle la maintenait ancrée. Elle a loin levé les yeux, et pendant une seconde, il y a eu cette brève lueur dans ses yeux. De l'incertitude peut-être, de la culpabilité. Je n'étais pas encore sûr. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. L'Athos a été une semaine bizarre. L'euphémisme de l'année. Nous nous sommes assis. J'ai commandé quelque chose que je n'ai pas goûté. Et puis, il y a eu le silence. Pas le genre lourd auquel je m'étais habitué avec Émilie, mais le genre incertain. Comme si aucun de nous ne voulait être le premier à admettre à quel point la situation était vraiment brisée. Rachel a finalement parlé. Elle ne va pas bien. J'ai haussé un sourcil. Les réseaux sociaux disent mieux le contraire. C'est de la surface. Tu le sais, elle est en chute libre à sa manière. Tu sais comment elle essaie bruyante à l'extérieur, le chaos à l'intérieur. J'ai hoché la tête lentement. Elle a choisi le chaos. Rachel a pris une gorgée de café. Oui, c'est vrai. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire si simplement qui a eu plus d'impact que je ne l'aurais cru. C'est juste que, a-t-elle continué, ne rencontrant pas tout à fait mon regard. Je ne savais pas comment dire ça, mais je suis désolé pour ce qu'elle a fait, pour la façon dont elle l'a dit. Ce n'était pas juste. Je me suis penché en arrière l'étudiant. Tu ne me dois pas ça. Non, je te le dois, a-t-elle dit fermement, parce que je l'ai vu te pousser pendant des mois et je t'ai vu essayer, et tu ne méritais pas la façon dont elle t'a embarrassé. J'ai expiré la tension dans mes épaules, s'atténuant juste un peu. Merci, ai-je dit, et je le pensais. Pendant un moment, nous avons parlé de choses neutres. La famille, le travail, Austin, la circulation. À un moment de la conversation, quelque chose a changé. Ce n'était pas romantique, pas encore. Mais il y avait cette chaleur, cette aisance, comme si je pouvais enfin expirer. À un moment, elle a ri de quelque chose que j'ai dit, un vrai rire. Ça m'a pris par surprise, parce que ça faisait si longtemps que ce son n'était pas venu sans une pointe d'agressivité ou de jugement. Ce n'était pas une comparaison. Ce n'était pas quelqu'un qui me testait. C'était juste réel. Nous nous sommes assis sur un banc à l'extérieur ensuite, regardant la lumière filtrée à travers les feuilles, les tasses de café vides entre nous. Elle a ramené ses genoux sur le banc, les serrant comme une enfant. « Je n'étais pas sûr que te contacter était la bonne chose à faire », a-t-elle admis.
Je ne voulais pas que tu penses que je prenais parti. J'ai secoué la tête. Tu as le droit de te soucier de plus d'une personne. Elle m'a regardé alors pleinement. Je crois que je n'aimais tout simplement pas voir quelqu'un de gentil se faire démolir. J'en ai assez vu dans notre famille. La façon dont elle a dit « notre famille » calme presque amer. J'ai compris plus à ce moment-là que toutes les années passées au dîner de fête à faire semblant que tout était normal. « Merci », ai-je dit à nouveau. Elle a souri doucement, un peu triste. « De rien. » Et puis, nous sommes restés en silence. Le bon genre. Celui qui vous dit « peut-être que ce n'est pas la fin de ton histoire. Peut-être que c'est la première phrase d'une nouvelle. Nous ne l'avons pas planifié. » Pas exactement. Ça a commencé petit. Un texto par-ci, un appel par-là. Puis une promenade le dimanche matin sur le sentier du lac Lady Bird. Chacun de nous arrivant avec un café glacé et la compréhension tacite que nous ferions semblant que c'était une coïncidence. La ville bougeait autour de nous, des joggeurs, passèrent des chiens, tirèrent sur leurs laisses, des couples en trottinette se faufilèrent dans la foule. Mais dans notre petite bulle de pas et de conversation facile, tout semblait calme et paisible. Rachel n'a jamais pleuré. Elle n'a pas fouillé dans ce qu'Emily avait fait ni demandé de détails. Elle écoutait simplement, quand je parlais, offrait ses pensées, quand je le demandais et quand je ne voulais pas parler du tout, elle était parfaitement à l'aise de marcher en silence à mes côtés. Il y avait quelque chose de curatif là-dedans. Après notre 3e promenade, elle m'a invité chez elle. Elle a dit qu'elle préparait une quantité ridicule de pâtes et qu'elle ne pourrait jamais les manger seule. Son appartement était plus petit que celui d'Emily. Des tasses dépareillées, une plante qui prospérait contre toute attente, un chat, nommé Nugget, qui me regardait comme s'il en savait trop. Mais c'était chaleureux, habiter honnête. Elle cuisinait pieds nus, les cheveux attachés avec un crayon, fredonnant une chanson qui ne correspondait pas aux paroles qu'elle chantait. Je la regardais depuis le tabouret près du comptoir, le coude sur mon genou, une bière transpirant dans ma main. « Tu me fixes ?» dit-elle sans lever les yeux. « J'essaie de comprendre comment tu as fait pour que la sauce sente comme ça. » ai-je dit. Elle a souri. Recette de famille, ce qui signifie que j'ai deviné et prié. Nous avons mangé sur le canapé, les assiettes en équilibre sur des coussins Netflix, nous demandant si nous regardions toujours bien, que nous ayons à peine suivi l'émission. La conversation coulait comme de l'eau, serpentant à travers des souvenirs d'enfance, des coupes de cheveux ratées et la terrible prise de conscience qu'aucun de nous ne savait bien se garer en créneau. Après le dîner, elle a fait du thé. J'ai fait la vaisselle. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous n'en avions pas besoin. Il y avait quelque chose dans ces heures. Simple, sans drame, rempli d'un rire que je ne savais pas avoir manqué. Qui a fait que le monde entier a semblé basculer ne serait-ce que légèrement vers l'équilibre. Les jours ont passé. Nous ne nous voyions pas tous les jours, mais quand nous le faisions, c'était toujours tranquillement. Pas de bilan, pas d'attente, juste des moments. Une virée dans une friperie un mardi soir. Un pique-nique le vendredi au parc Zilker, où nous avions apporté trop de fromage et oublié les serviettes. Une fois, elle a apporté de la soupe quand j'ai dit que j'avais un rhume, même si ce n'était pas le cas. Elle est restée sur le porche cette nuit-là. Nous avons parlé pendant des heures, sous le bourdonnement d'une lumière vacillante. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle n'a pas demandé, mais en partant, elle m'a touché légèrement le bras. Pas de manière aguicheuse, juste gentiment. Et c'est cette douceur qui m'a plus bouleversé que tout. Parce que dans un monde de bruit et de spectacle, Rachel m'offrait le calme. Pas le genre lourd et étouffant que j'avais connu avec Emily, mais celui qui vous laisse respirer. Il était un peu plus de 18 heures quand le message est arrivé. J'avais laissé mon téléphone en charge sur le comptoir de la cuisine pendant que Rachel et moi étions assis dehors sur le porche, les jambes étendues, des tasses de thé en équilibre sur la balustrade en bois. C'était l'une de ces soirées calmes d'Austin, du genre qui rend l'air épais mais indulgent, comme si la journée fermait lentement les yeux. Nous ne disions pas grand-chose. Nous n'en avions pas besoin. La présence de Rachel était comme une musique de fond qui ne demandait jamais à être augmentée. Juste quelque chose de doux qui rendait tout plus facile à supporter. Puis mon téléphone a vibré 2 fois, 3 fois. Elle a regardé vers la porte. Je devrais y aller. J'ai secoué la tête. Non, reste. Je suis entré, j'ai pris le téléphone. L'écran s'est allumé avec son nom. Emily, et un aperçu que je pouvais lire sans même le déverrouiller. Je pensais que tu aimerais un souvenir. Tu n'es pas aussi invisible que tu le penses. Je l'ai ouvert. Des photos. 3 d'entre elles granuleuses, clairement prises à distance, mais sans équivoque. Une de Rachel et moi, marchant le long de Barton Springs, nos épaules se frôlant. Une où elle riait la main sur mon bras, et la dernière celle sur laquelle Emily comptait. Rachel appuyant brièvement sa tête contre mon épaule sur un banc de parc.
Intime, paisible, évident. Elle nous avait trouvés. Mon cœur n'a pas accéléré. Je n'ai pas tressailli. J'ai juste regardé les images un instant de plus, puis j'ai verrouillé l'écran. Rachel était toujours sur le porche tenant sa tasse, la lumière attrapant le bord de son sourire. Elle n'a pas demandé ce qu'étaient les messages. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis rassis à côté d'elle, j'ai posé le téléphone face contre table. Elle sait, ai-je dit tranquillement. Rachel était restée immobile une seconde, puis elle a hoché la tête. D'accord. Est-ce que ça te va? Ai-je demandé. Elle s'est tournée vers moi. Est-ce que ça change ce que tu ressens? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence entre nous dire ce que je n'étais pas sûr de pouvoir mettre en mots. Que ce « nous » n'était pas une rébellion mesquine ou une évasion. C'était quelque chose de calme de mérité. Construit un moment sans parole à la fois. Non, ai-je dit, ça ne change rien. Elle a expiré. Alors oui, ça me va. J'ai repris le téléphone, j'ai rouvert le fil de discussion et j'ai tapé 2 mots. Tu te souviens? J'ai appuyé sur envoyer. Puis je l'ai éteint complètement, parce qu'à quoi bon faire traîner le drame avec quelqu'un qui a cessé de me voir comme un être humain à l'instant où j'ai cessé de graviter autour d'elle. J'ai de nouveau regardé Rachel et elle m'a lancé ce regard doux, légèrement amusé, un peu triste, comme si elle savait que ça n'allait pas être facile, mais que peut-être ça n'avait pas besoin d'être difficile non plus. Nous n'avons plus parlé des photos ce soir-là. Au lieu de cela, nous avons regardé le soleil se coucher derrière les arbres, le ciel prenant cette teinte violette meurtrie que seul juillet peut offrir. Une brise a soufflé, soulevant le bord de ses cheveux, les brossant contre mon épaule. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû m'effrayer, mais qui ne l'a pas fait. Je n'avais pas peur d'être découvert. J'étais fatigué de cacher des choses qui ne me semblèrent plus mauvaises. Tout est arrivé sous la forme d'un texto de groupe, un de ses fils mal nommé, rempli de blagues internes d'amis d'université à moitié oubliés, et de mêmes qui n'étaient drôles qu'après 2 verres. Eric, grosse fête d'anniversaire ce vendredi. Même endroit. Venez pour les tacos. Restez pour les mouvements de danse douteux. Oui Nathan, tu viens. Pas d'excuses. L'invitation elle-même était décontractée, normale, mais le sous-entendu ne l'était pas, car je savais avant même de faire défiler pour voir la liste complète des invités qui seraient là. Émilie, Rachel et moi, tous gravitant à nouveau autour du même jardin. Seulement cette fois, la gravité avait changé. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste fixé l'écran le pouce en suspens. 1000 pensées inexprimées, soigneusement pliées dans le silence. Puis j'ai tapé, je ne manquerai ça pour rien au monde. Envoyer. Et avec ça, le plan a commencé à se former. Calme pas encore, complètement défini mais certain. Plus tard dans la soirée, je l'ai dit à Rachel. Nous étions de retour sur ce même porche. Notre nouveau rituel regarder un papillon de nuit se cogner contre la lumière du porche comme s'il ne connaissait pas d'autre moyen d'atteindre quelque chose de chaud. Elles seront toutes les deux là, ai-je dit. Elle était restée silencieuse. Tu veux que je reste à l'écart? Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. La courbe de sa bouche, le calme dans ses yeux, qui m'avait stabilisé plus de fois que je ne pouvais compter. Non, ai-je dit. Je veux que tu sois là. Elle a hoché la tête. Alors j'y serai. Aussi simple que ça. Nous n'avons pas parlé de stratégie. Nous n'avons rien chorégraphié. Il n'y a pas eu de fantasme de vengeance chuchoté. Pas de vendetta énoncé, entre 2 gorgées de vin, juste une compréhension partagée que certaines vérités n'ont pas besoin d'être hurlées pour être entendues. La semaine s'est écoulée lentement. Je suis allé au travail, j'ai gardé ma routine. La ville bourdonnait autour de moi, comme d'habitude, mais quelque chose dans ma démarche était différent. Pas de colère, pas d'anxiété de la préparation. Le jeudi, Émilie m'avait de nouveau envoyé un texto cette fois-ci. Alors on fait tous semblant que rien ne se passe maintenant. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un 2e message quelques heures plus tard. Tu amènes quelqu'un à la fête. Je devrais coordonner ma tenue avec ta dernière erreur. Pourtant, je n'ai rien dit car le silence était la dernière arme qu'elle ne savait pas comment parer. Le vendredi est arrivé avec le genre de chaleur que seul Austin sait offrir. Lourde, immobile, impitoyable. Le soleil était obstinément suspendu au-dessus de la ville, comme s'il nous mettait au défi de flancher. La maison d'Eric était déjà animée à 6 heures. La musique se déversait dans la rue, l'odeur de poitrine de bœuf fumait dans l'air. Les gens tenaient des verres, riaient trop fort, et pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas comme un étranger regardant de l'extérieur. Je suis arrivé seul. J'ai laissé cela être son propre message, mais pas pour longtemps. Rachel est arrivée une demi-heure plus tard. Une robe vert tendre, une confiance tranquille, les yeux balayant le jardin jusqu'à ce qu'il trouve les miens. Elle a souri comme si elle n'était pas nerveuse. Peut-être qu'elle ne l'était pas.
Ou peut-être qu'elle a juste décidé de ne pas le montrer. Émilie était déjà là tenant la cour près de la table des boissons, un verre de vin à la main, riant trop fort d'une blague qu'elle n'écoutait même pas. Quand elle m'a vu, son sourire s'est figé un instant. Puis elle a levé son verre dans un simulacre de toast. À quoi? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas bronché. Rachel s'est glissée à mes côtés comme si elle y avait toujours appartenu. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous n'en avions pas besoin car ce soir, il ne s'agissait pas de spectacle. Il s'agissait de tourner la page. Et alors que la nuit se déroulait, que les conversations dérivaient, et que les ombres s'allongeaient, et que la foule s'épaississait, je savais une chose avec plus de certitude que je n'en avais jamais eu pour quoi que ce soit d'autre. Cette fête se terminerait différemment. Non pas parce que je crierais, mais parce que je n'en aurais pas besoin. La nuit s'était installée dans ce rythme estival parfait. Musique douce, tintement sourd de la glace et des verres, conversations bourdonnant comme des abeilles paresseuses. Les gens se rassemblaient en petits groupes dans le jardin d'Éric, se balançant près des guirlandes lumineuses et du brasero qui brûlait lentement. Quelqu'un avait commencé une partie de cornhole. Les rires roulaient sur l'herbe comme une marée. Rachel et moi étions près du bord de la terrasse, un verre à la main. Proches, mais pas de manière évidente. Nous ne nous cachions pas. Pas ce soir. Mais nous ne faisions pas non plus un spectacle. Nous n'en avions pas besoin. Émilie, cependant, avait besoin des projecteurs. Elle en avait toujours eu besoin. Et le moment est arrivé exactement comme je savais qu'il le ferait. Elle s'est approchée de notre côté du jardin, comme si elle flottait sur une brise d'auto-importance. Vin à la main, sourire aiguisé comme une lame. La foule autour de nous s'est subtilement resserrée. Les gens sentant que quelque chose allait se passer. La voix d'Émilie a percé la musique avec un timing parfait. « Eh bien, dit-elle en levant son verre dans un demi-toast. Maintenant que nous sommes tous là, devrions-nous parler de la façon dont les mariages ouverts fonctionnent bien. » Quelques rires nerveux se sont dispersés comme des pièces de monnaie tombées. Je n'ai pas bougé, je l'ai juste regardé, calme, silencieux. Elle s'est approchée. « N'est-ce pas, chérie ?» a-t-elle ajouté sa voix un venin sucré. « Je veux dire, qui aurait cru que ma petite blague se transformerait en ta comédie romantique personnelle ?» L'atmosphère a changé. Rachel n'a pas bronché. Elle s'est avancée. Et avant qu'Émilie puisse parler à nouveau, Rachel s'est tournée vers le groupe, sa voix douce, ferme, claire. « C'est mon petit ami. » Le temps s'est arrêté. Chaque vers s'est figé à mi-chemin des lèvres. Chaque conversation s'est interrompue en pleine phrase. La fête a retenu son souffle. Émilie a cligné des yeux, prise au dépourvu, comme si quelqu'un lui avait fait perdre le rythme. Rachel a pris ma main, ses doigts, effleurant les miens, légers, confiants. Nous ne l'avons pas planifié. Nous ne l'avons pas manigancé. Nous nous sommes juste trouvés dans les décombres, a-t-elle dit. Et honnêtement, je pense qu'il est la seule personne à cette fête qui n'a pas fait semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Des hoquets, quelques murmures étouffés. Mais je ne les écoutais pas. Je regardais Émilie, je regardais le masque glisser. Pas d'un coup, mais par petites fractures. D'abord les yeux, puis la mâchoire, puis le verre de vin s'inclinant légèrement alors que sa prise se relâchait. Je me suis avancé, lent, délibéré, j'ai sorti une enveloppe pliée de mon manteau et je la lui ai tendue. Elle l'a regardée comme si elle lui brûlait les doigts. « Papier de divorce », ai-je dit. Ma voix était égale, presque gentille. « Signé, déposé. Tu n'as plus à faire semblant. » Elle a levé les yeux grands ouverts, les lèvres entr'ouvertes. Je me suis penché juste assez pour qu'elle seule puisse m'entendre. « Voici ta chute, Émilie. Tu as perdu la salle. » Et puis, je me suis retourné vers Rachel et nous sommes partis. Derrière moi, je n'ai pas entendu Émilie parler. Je ne l'ai pas entendu rire, ni crier, ni pleurer. Juste l'effondrement silencieux de quelqu'un qui avait tout misé sur le fait d'être intouchable. Éric m'a tapé sur l'épaule en passant. N'a rien dit, juste hoché la tête. Rachel et moi sommes sortis sur le trottoir alors que la musique continuait derrière nous un peu plus doucement maintenant. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Une brise a soufflé dans les arbres. « Ça va ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardée, j'ai souri. Je crois que je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années. Et je le pensais car certaines fins ne viennent pas avec des feux d'artifice. Elles viennent avec une vérité tranquille et une liberté qui n'a pas besoin d'être annoncée. Le jardin était vivant. Non pas de cette manière qui demande de l'attention ni bruyante ni vantarde, mais de cette manière douce et bourdonnante qui vous fait faire une pause et respirer plus profondément sans vous en rendre compte. Le soleil était bas sur les arbres projetant des traînées dorées sur des tables couvertes de lin et des vases d'hortensia frais. Quelqu'un jouait du jazz sur une petite enceinte cachée derrière une rangée de basilic en pot. Cela faisait des mois depuis la fête, depuis les papiers, depuis le dernier chapitre d'un livre que je n'ai jamais voulu écrire, mais dans lequel j'ai trouvé ma propre fin.
Rachel se tenait à mes côtés, maintenant, les doigts entrelacés, avec les miens, faciles et familiers. Elle portait une robe d'été bleu pâle qui flottait à chaque pas et une bague à sa main droite qui correspondait à la mienne. Simple, élégante, rien de tape à l'œil, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle attirait les regards. Les gens le remarquaient. Ils le font toujours. Nous étions invités à cette petite réunion de jardin par des amis communs. Des gens qui en savaient assez pour rester discrets et gentils, mais pas assez pour avoir pris parti. L'énergie était légère, les rires sincères. Pas de ragots chuchotés ce soir, juste du vin des pêches grillées et la paix. Toujours nerveux dans les foules, a taquiné Rachel, me donnant un coup de coude alors que nous passions devant un groupe qui discutait près du treillis. Seulement quand la foule connaissait mon ex-femme, ai-je murmuré. Elle a ri un rire bas et chaleureux. Tu vas bien, tu rayonnes en fait. J'ai souri. Elle n'avait pas tort. Je ne portais plus ce poids. Et puis je l'ai vue. De l'autre côté de la pelouse, Émilie se tenait près d'un banc en fer forgé à l'ombre d'un jacaranda. Seul pas de verre à la main, pas de cercle d'admirateurs, pas de spectacle. Sa robe était élégante, mais elle lui serrait trop au mauvais endroit. Ses yeux parcouraient la foule, non pas à la recherche de quelqu'un, en particulier, juste de quelqu'un. Elle ne nous avait pas encore vus. Rachel a remarqué ma pose, a suivi mon regard et a resserré doucement sa main autour de la mienne. « Tu veux partir ?»« Non, » ai-je dit. « Je veux rester. » Parce que c'est à ça que ressemble la guérison. Pas l'évitement, mais l'immobilité. La capacité de se tenir là où l'on est tombé autrefois et de ne plus sentir la meurtrissure. Une amie commune est passée et a complimenté la bague de Rachel. Nous avons souri, l'avons remerciée. De l'autre côté de l'herbe, j'ai finalement vu les yeux d'Émilie nous trouver. Elle n'a pas réagi, pas visiblement, mais ses épaules se sont légèrement rentrées. Son regard s'est attardé. Elle n'est pas venue, n'a pas fait de signe de la main. Elle est juste restée là, les yeux humides, le sourire absent, entourée de gens, mais d'une manière ou d'une autre plus seule que je ne l'avais jamais vue. Et pendant un instant, Justin, je me suis souvenu de son rire. Pas celui qui se moque le vrai d'il y a longtemps, à l'époque où tout semblait facile. Mais ce moment est passé. Et à sa place, il y avait de la gratitude. Non pas pour ce que nous avions été, mais pour ce que j'avais maintenant. Rachel s'est penchée vers moi murmurant « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Ouais, je suis chez moi. » Et alors que nous nous avancions plus loin dans le jardin, laissant le passé à sa juste place derrière nous, je l'ai senti s'installer l'écho final de sa blague, s'estompant au loin, avalé par le temps et les conséquences. Parce que le truc avec le fait de se moquer de quelqu'un en public, c'est que lorsque le rideau tombe et que la foule passe à autre chose, la chute coûte toujours plus cher que le rire. Si vous avez déjà lutté pour vous relever de la trahison du silence du fait d'être la risée, sachez ceci. La guérison ne rugit pas toujours.